Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle d'Agatha Christie qui s'intitule Tant que brillera le jour. La forte cahotait d'ornière en ornière, et le soleil d'Afrique écrasait impitoyablement tout sous sa chaleur de plomb. De part et d'autre de la prétendue route s'étirait un fouillis d'arbres et de végétation rabougrie que rien ne venait interrompre, et dont les ondulations molles d'un vert éteint, nuancé de jaune, se poursuivaient inlassablement, aussi loin que portait le regard, contribuant ainsi à l'impression d'étrange torpeur et d'immobilité de toute la nature. Peu d'oiseaux se risquaient à troubler le silence de ce monde assoupi. Un serpent avait à un moment donné traversé la piste en ondulant quasiment sous les roues de la voiture, échappant aux velléités d'extermination du chauffeur avec une sinueuse aisance. Un peu plus tard, un autochtone était sorti de la brousse, infiniment digne et droit comme un i, escorté d'une femme portant un enfant étroitement arrimé sur son large dos, et en un somptueux équilibre sur sa tête, tous les biens matériels du ménage, jusque et y compris la poêle à frire. Tout cela, Georges Crozier n'avait pas manqué de le signaler à sa femme, laquelle lui avait chaque fois répondu par des monosyllabes, avec un désintérêt et une absence d'attention qui l'avaient irrité. Toujours en train de penser à ce type, en avait-il déduit furieux. C'était en ces termes qu'il avait l'habitude de faire, à part lui, allusion au premier mari de Dièdre Crozier, tué dès la première année de la Grande Guerre, tué, qui plus est, au cours de la campagne contre les Allemands, qui occupaient alors le sud-ouest africain. Bah, c'était sans doute naturel qu'elle le fasse. Il lui jeta un regard à la dérobée, contempla sa blondeur, la douceur de sa joue, sa blancheur délicatement relevée de rose, s'attarda sur les rondeurs de sa silhouette, nettement plus ronde, à n'en pas douter, qu'elle ne l'avait été en ces temps lointains où elle avait passivement autorisé à déclarer leurs fiançailles. Avant, dans l'effervescence et les premiers émois des hostilités, de brusquement l'envoyer sur les roses pour faire un mariage de guerre avec ce beau gosse mince et bronzé de Tim Nugent, dont elle venait de se toquer. Enfin bref, le gaillard était mort, valeureusement mort au champ d'honneur, et lui, Georges Crozier, avait fini par se marier avec la fille qu'il avait toujours voulu épouser. Elle l'aimait d'ailleurs bien, elle aussi. Comment en aurait-il d'ailleurs pu aller autrement, alors qu'il était prêt à satisfaire ses moindres désirs et qu'il possédait, ce qui ne gâte rien, la fortune pour le faire. Il repensa, non sans complaisance, au dernier cadeau qu'il lui avait offert, à Kimberley, où, grâce à son amitié avec quelques-uns des directeurs de la De Beers, il avait été à même d'acheter un diamant qui, sans cela, ne se serait pas trouvé dans le marché. Une pierre non pas tant remarquable par sa taille que par sa couleur rare et exquise, un ambre profond, presque vieil or, un diamant comme on n'en trouve pas un par siècle. Et la lueur dans ses yeux quand il lui avait donné. Les femmes sont toutes les mêmes, dès lors qu'il s'agit de diamants. L'obligation de se cramponner à deux mains pour éviter d'être éjecté ramena Georges Crozier à l'immédiate réalité. Mon Dieu, quelle guimbarde! Et quelle route! Vociféra-t-il pour la 25e fois sans doute, dans un élan de fureur pardonnable chez un homme qui possédait 2 Rolls-Royce et avait pour habitude de faire courir son écurie sur les grands axes routiers du monde civilisé. Et où diable perche cette fichue plantation de tabac d'ailleurs? Poursuivit-il rageur. Ça fait plus d'1 heure que nous avons quitté Bulawayo. Quelque part au fin fond de la Rhodésie, fit Dièdre d'un ton léger, entre 2 bonds involontaires dans les airs. Mais le chauffeur couleur café, sommé de fournir le renseignement, divulgua la réconfortante nouvelle selon laquelle ils atteindraient leur destination sitôt négocié le prochain virage de la piste. L'administrateur de la plantation, M. Walters, les attendait sous la véranda et les accueillit avec toutes les marques de déférence qu'imposait le rôle éminent de Georges Crozier au sein de l'Union Tobacco. Il leur présenta sa bru qui, à travers le hall sombre et frais, pilota Dièdre jusqu'à une chambre
où elle pourrait ôter le voile avec lequel elle prenait toujours soin de se protéger, le teint lorsqu'elle montait en voiture, et tandis qu'elle défaisait ses épingles avec sa grâce habituelle, et en prenant son temps, ses yeux mesurèrent la laideur de cette pièce, nue blanchie à la chaux, pas trace ici de luxe, et Dièdre, qui aimait le confort, comme les chats aiment la crème, frissonna un peu. Au mur, un texte l'agressa. Que sert de conquérir le monde si c'est pour y perdre son âme? Apostrophait ainsi tout un chacun. Mais Dièdre, plaisamment consciente de ce que la question ne la concernait en rien, pivotait sur ses talons pour rebrousser chemin, à la suite de son guide timide et un peu porté sur la conversation. Elle nota chez la jeune femme, mais sans malice aucune, le pesant épanouissement des hanches et la robe de cotonnade bon marché qui ne l'avantageait pas. Et avec une lueur de satisfaction tranquille au fond des yeux, elle vérifia la divine, tout autant que coûteuse simplicité de son petit ensemble de lin blanc acheté à Paris. Les beaux vêtements, surtout quand c'était elle qui les portait, éveillaient toujours en elle la joie de l'artiste. Les deux hommes l'attendaient. Cela ne vous ennuiera pas de faire le tour de l'établissement avec nous, madame Crozier. Pas du tout, je n'ai jamais visité de manufacture de tabac. Ils sortirent cheminer dans la torpeur de l'après-midi rhodésien. Ici, vous avez les semis. Nous repiquons les jeunes plants à la demande et en fonction des besoins. Ce que vous voyez là, la voix de l'administrateur s'écoulait dans un bourdonnement monotone que seul venait interrompre le staccato tranchant des questions de son mari. Rendement, fiscalité locale, problèmes liés au travail des autochtones, elle cessa d'écouter. C'était ça la Rhodésie, c'était ça le pays que Tim avait adoré, et où ils devaient tous devenir vivre ensemble une fois la guerre terminée. S'ils ne s'étaient pas fait tuer, comme toujours, révolte et rancœur la submergèrent à cette pensée. 2 pauvres petits mois, c'était tout ce à quoi ils avaient eu droit. 2 mois de bonheur, si tant est que ces souffrances et cette ivresse mêlée soient le bonheur. L'amour était-il toujours synonyme de bonheur? 1001 tourments ne torturaient-ils pas sans cesse un cœur amoureux? Elle avait certes vécu intensément au cours de cette brève période, mais y avait-elle un seul instant goûté à la sérénité, à la douceur de se laisser vivre, à la tranquille satisfaction de son sort que lui offrait son existence présente? Et pour la première fois, elle en vint à admettre, oh, bien sûr, tout en s'en défendant, que tout avait été peut-être pour le mieux. Je n'aurais pas aimé vivre ici. Je n'aurais sans doute pas été capable de rendre Tim heureux. J'aurais pu le décevoir. George est fou de moi et je l'aime beaucoup. Et il se montre très généreux avec moi. C'est bien simple. Il suffit de regarder ce diamant qu'il m'a encore offert l'autre jour. Et rien qu'à y songer, elle sentit ses paupières s'abaisser un peu, sous le seul effet du plaisir. C'est ici que nous procédons à l'enfilage. Walters les précédait, dans un long hangar bas. D'énormes tas de feuilles vertes jonchaient le sol, et des boys autochtones vêtus de blanc, accroupis tout autour, les saisissaient et les rejetaient d'une main preste, les assortissaient par taille et les enfilaient en guirlandes, au moyen d'aiguilles primitives sur de grandes longueurs de cordes. Ils travaillaient avec une joyeuse indolence, plaisantant entre eux et exhibant à chaque éclat de rire toute la blancheur de leurs dents. Maintenant, ici, dehors, ils quittèrent le hangar pour se retrouver en plein air, où les cordées de feuilles étaient suspendues pour sécher au soleil. Dièdre renifla délicatement pour en humer la douce fragrance, quasi imperceptible. Walters les vit entrer dans une succession d'autres hangars où le tabac décoloré, jauni par son exposition au soleil, subissait les divers stades de traitement ultérieurs. Il faisait sombre ici, au fur et à mesure qu'on avançait, avec au-dessus des têtes ces masses brunâtres frémissant dans les courants d'air et apparemment prêtes à tomber en poussière, pour peu qu'on les manipule avec brusquerie. L'odeur aussi était plus forte, presque suffocante, sembla-t-il à Dièdre, et brusquement une sorte de terreur l'envahit, une peur d'elle ne savait quoi, mais qui la fit se précipiter hors de cette pénombre irrespirable et menaçante, pour retrouver la lumière du jour. Crozier nota sa pâleur. « Qu'y a-t-il, ma chère? Vous ne vous sentez pas bien ?»
Le soleil sans doute. Mieux vaudrait pour vous ne pas nous suivre dans l'inspection des plantations, non? Walter s'empressa. Madame Crozier ferait mieux de regagner la maison pour y prendre un peu de repos. Il héla un individu qui se trouvait à quelque distance et fit les présentations. Monsieur Arden, Madame Crozier. Madame Crozier est un peu incommodée par la chaleur, Arden. Accompagnez-la jusqu'à la maison, voulez-vous? La sensation d'étourdissement était en train de s'estomper. Deirdre marchait à côté d'Arden. Elle lui avait jusque-là à peine accordé un regard. Deirdre! Son cœur bondit dans sa poitrine, puis s'arrêta de battre. Un seul être au monde avait jamais prononcé son nom comme ça, avec cette légère inflexion sur la première syllabe qui en faisait une caresse. Elle tourna la tête pour mieux dévisager l'homme qui était à côté d'elle. Il était boucané par le soleil, au point d'en paraître presque noir. Il claudiquait et sur la joue qu'elle pouvait voir, une longue cicatrice, un estafilade modifiait son expression, mais elle le reconnaissait. Tim? Pendant une éternité, leur sembla-t-il, ils se dévorèrent des yeux, muets et tremblants. Et puis, sans savoir ni pourquoi ni comment, ils se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre. Le temps, pour eux, avait fait machine arrière. Puis ils desserrèrent leur étreinte et Deirdre, consciente de la bêtise sans nom de sa question, articula. « Alors tu n'es pas mort ?» ?»« Non, ils ont dû prendre le cadavre d'un autre Gus pour le mien. J'avais été salement touché à la tête, mais j'étais revenu à moi et j'avais réussi à ramper jusque dans la brousse. Après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant des mois et des mois, si ce n'est qu'une tribu amie m'a soigné et que j'ai fini par recouvrer mes esprits et que je me suis débrouillé pour regagner la civilisation. Il marqua un temps, et là j'ai découvert que tu étais remarié depuis 6 mois. Oh, Tim, essaye de comprendre. Je t'en prie, essaye de comprendre, sanglota-t-elle. C'était tellement horrible, cette solitude et cette pauvreté. Ça m'avait été égal d'être pauvre avec toi, mais quand je me suis retrouvée toute seule, je n'ai pas eu le courage d'affronter tout ce que cela peut avoir de sordide. Mais bien sûr, Deirdre, je l'ai compris. Je sais que tu as toujours eu du goût pour la grande vie, je t'en avais déjà arraché une fois. Mais la seconde, comment dire, mes nerfs ont lâché. J'ai été très salement amoché, tu vois. Je pouvais à peine faire un pas sans mes béquilles. Et puis il y avait cette cicatrice. Elle l'interrompit avec transport. Tu crois que je me serais soucié de ça? Non, je sais que ça ne t'aurait pas arrêté. Je me suis conduit comme un imbécile. Il y a des femmes que ça aurait rendu malade, tu sais. Je me suis mis en tête de m'arranger pour tes pieds. Si tu m'avais l'air heureuse, si je parvenais à la conclusion que tu étais satisfaite de ton sort avec Rosier, eh bien, je resterais mort. Et je t'ai vu. Tu montais dans une grande voiture. Tu étais enveloppée de zibeline. Un truc que je n'aurais jamais été capable de t'offrir, même si j'avais travaillé à m'en user les doigts jusqu'à l'os. Et bref, tu semblais passablement rayonnante. Et moi, je n'avais plus la force, ni le courage, ni la foi en moi qui m'habitait avant la guerre. Tout ce que j'étais capable de voir, c'était ma gueule cassée, mon inutilité, mon incapacité à gagner de quoi te faire vivre. Tandis que toi, tu paraissais si belle, Deirdre. Tu avais l'air d'une reine au milieu de tes sujets. Tu semblais tellement mériter les fourrures, les bijoux, les robes de grands couturiers et tout le luxe que Crozier pouvait mettre à tes pieds. Ça et puis, oui, la souffrance. De vous voir ensemble, cela m'a décidé. Tout le monde me croyait mort, eh bien je le resterai. La souffrance, répéta Deirdre à voix basse. Oui, bon Dieu, Deirdre, ça m'a fait mal. Ce n'est pas que je t'en blâme, je ne te reproche rien, mais ça m'a fait mal. Ils demeurèrent tous deux silencieux un moment, puis Tim lui attira le visage jusqu'au sien et le couvrit de baisers avec une tendresse nouvelle. Mais tout cela est maintenant du passé, ma chérie. La seule chose qu'il nous faille décider, c'est comment nous allons annoncer ça à Crozier. Oh! Elle s'était brusquement écartée. Je n'avais pas pensé. L'apparition de Crozier et de l'administrateur, au détour du chemin, la fit s'interrompre. Tournant rapidement la tête, elle chuchota. Ne fais rien dans l'immédiat, je m'en charge. Il faut que je le prépare. Où puis-je te trouver demain? Nugent réfléchit, puis
Je pourrais faire un saut jusqu'à Bulawayo. Qu'est-ce que tu dis du café à côté de Standard Bank, à 3 heures de l'après-midi? Il ne devrait pas y avoir achat. Deirdre fit un bref signe d'assentissement avant de lui tourner le dos pour rejoindre les deux autres. Tim Nugent, le front plissé, la regarda s'éloigner. Quelque chose dans son comportement le perturbait. Deirdre se montra très silencieuse durant le trajet de retour. Abritée derrière la fiction d'une légère insolation, elle réfléchit à la ligne de conduite à adopter. Comment devrait-elle le lui dire? Comment allait-il le prendre? Une étrange lassitude semblait s'emparer d'elle, ainsi qu'un désir croissant de remettre la révélation à plus tard. Autant que faire se pourrait. Demain serait bien suffisant. Ce n'était pas le temps qui manquait avant 3 heures de l'après-midi. L'hôtel était inconfortable. Leur chambre se trouvait au rez-de-chaussée et donnait sur une cour intérieure. Deirdre passa la soirée à renifler l'air confiné et à contempler avec écœurement le mobilier au mauvais goût criard. Ses pensées s'en furent un temps, vagabonder du côté de Monkton Court, leur manoir, où il faisait si bon vivre, niché au cœur des pinèdes du Surrey. Quand enfin sa femme de chambre se retira, elle alla lentement jusqu'à son coffret à bijoux. Dans la paume de sa main, le diamant d'or lui retourna l'éclat de son regard. D'un geste presque violent, elle le remit dans le coffret dont elle rabattit bruyamment le couvercle. Demain matin, elle parlerait à Georges. Elle dormit mal, en étouffée sous les plis épais de la moustiquaire. La pénombre bruissante était ponctuée par l'obsédant plop qu'elle avait appris à redouter. Elle se réveilla apathique et blafarde. Impossible de faire une scène si tôt le matin. Elle resta cloîtrée toute la matinée, à se reposer dans la petite chambre, hermétiquement close. Et l'heure du déjeuner lui tomba dessus avec une sensation de cataclysme. Comme ils étaient restés à table pour prendre le café, Georges Crozier lui proposa un tour en voiture jusqu'à Matobo. Nous avons largement le temps si nous partons tout de suite. Deirdre secoua la tête en invoquant la migraine et se dit en elle-même: ça règle la question. Je ne peux pas précipiter les choses, après tout. Qu'importe un jour de plus ou de moins, je l'expliquerai à Tim. Elle fit adieu de la main à Crozier, tandis qu'il s'éloignait en pétaradant à bord de la vieille Ford déglinguée. Puis, après un coup d'œil à sa montre, elle se rendit, lentement à pied à l'endroit fixé pour le rendez-vous. Le café était désert en ce début d'après-midi. Ils s'assirent à une petite table et commandèrent l'inévitable thé que les Sud-Africains boivent à toute heure du jour et de la nuit. Ni l'un ni l'autre ne dirent un mot avant que la serveuse ne se retire dans son repère derrière les rideaux roses. Ce n'est qu'alors que Deirdre leva la tête et sursauta en mesurant l'intensité avec laquelle il la sondait du regard. « Deirdre, est-ce que tu le lui as dit ?» Elle secoua la tête et, s'humectant les lèvres, chercha des mots qui se refusaient à venir. « Pourquoi ?» Ça ne s'est pas trouvé, le temps m'a manqué. Même pour elle, les mots avaient sonné faux. Ce n'est pas ça, il y a autre chose. Le doute m'a effleuré hier. Aujourd'hui, j'en suis sûre, Deirdre. De quoi s'agit-il? Elle secoua la tête en silence. Il y a une raison pour que tu ne veuilles pas quitter Crozier, pour que tu ne veuilles pas me revenir. Quelle est-elle? C'était exact. À l'entendre le formuler ainsi, elle le comprit. Le comprit et en éprouva une honte dévastatrice, mais sans non plus que le doute soit permis. Et cependant les yeux de Tim continuaient de la sonder jusqu'au tréfonds. Ce n'est pas que tu l'aimes, tu n'éprouves rien pour lui, mais il y a néanmoins quelque chose. Encore 2 secondes et il va le découvrir, se dit-elle. Oh mon Dieu, ne le laissez pas faire. Brusquement, il blêmit. Deirdre, est-ce parce que tu attends un enfant? En un éclair, elle entrevit la chance qu'il venait de lui offrir. Quelle merveilleuse porte de sortie. Lentement, presque sans même consciemment le vouloir, elle courba la tête. Elle entendit sa respiration soudain oppressée, puis sa voix, haussée d'un ton étendu à craquer. Voilà qui change la face des choses. Je ne pouvais pas le savoir. Il va falloir que nous trouvions une issue bien différente. Il se pencha en travers de la table et lui enserra les 2 mains dans les siennes. Deirdre, ma chérie, ne va jamais penser
ne va jamais imaginer que tu puisses être en quelque façon que ce soit à blâmer. Quoi qu'il puisse arriver, souviens-t'en, j'aurais dû revendiquer mes droits sur toi quand je suis retourné en Angleterre, mais je me suis dégonflé. Aussi est-ce à moi de faire maintenant ce que je pourrai pour que les choses rentrent dans l'ordre, tu comprends? Quoi qu'il arrive, ne te ronge pas les sangs, ma chérie. Rien n'a été de ta faute. Il lui leva une main, puis l'autre jusqu'à ses lèvres. Ensuite de quoi, elle se retrouva seule, les yeux rivés sur la tasse de thé, à laquelle elle n'avait pas touché. Et bizarrement, elle y voyait qu'une chose, un texte en lettres lumineuses et clinquantes, accroché à un mur blanchi à la chaux. Les mots semblaient jaillir du cadre, comme pour mieux se jeter à sa tête en vociférant. Que sert de conquérir le monde? Elle se leva, paya le thé et s'enfuit. À son retour, Georges Crozier se vit accueillir par une sommation. Sa femme ne devait pas être dérangée, sous aucun prétexte. Sa migraine, expliqua sa femme de chambre, avait redoublé. Il était 9 heures le lendemain matin, quand, le visage plutôt grave, il entra dans sa chambre. Dièdre était assise dans son lit. Elle était blanche comme un linge et paraissait décomposée, mais ses yeux brillaient comme jamais. « Georges, j'ai quelque chose à vous annoncer. Quelque chose d'assez dramatique. » Il l'interrompit avec brusquerie. « Alors, vous avez entendu la nouvelle. J'avais peur qu'elle vous cause un choc. » « Qu'elle me cause un choc? À moi? » « Oui, après tout, vous lui avez parlé l'autre jour, à ce pauvre garçon. » Il la vit porter la main à son cœur, battre soudain des paupières. Puis elle lui lança d'une voix rauque, pressante, et qui, sans qu'il sache trop pourquoi, l'épouvanta. « Je n'ai rien entendu. Dites-moi de quoi il s'agit, vite. » J'estimais qu'il valait mieux. « Dites-le-moi. » Là-bas, sur cette plantation de tabac, ce type s'est tiré une balle dans la tête. Il avait été salement amoché à la guerre. Il devait avoir les nerfs en capilotade, j'imagine. Il n'y a pas d'autre raison pour expliquer qu'il ait fait ça. Il s'est tué dans ce hangar sombre où était suspendu le tabac. Elle en parlait comme d'un fait avéré, comme si, avec son regard de somnambule, elle voyait là, devant elle, au cœur de cette pénombre, à l'odeur suffocante, son cadavre étendu, revolver encore à la main. Et oui, c'est bien ça. C'est là où vous vous étiez senti mal, avant-hier. C'est quand même bizarre, ces trucs-là. Dièdre ne répliqua pas. Elle voyait une autre image. Une table avec tout ce qu'il fallait pour prendre le thé. Et une femme courbant la tête, comme pour mieux confirmer un mensonge. Que voulez-vous? Ce n'est pas pour dire, mais cette guerre a été cause de bien des maux, énonça doctement Crozier, en attrapant son briquet et en allumant sa pipe à petites bouffées précautionneuses. Le hurlement de sa femme le fit sursauter. « Oh, arrêtez, arrêtez, je ne peux pas supporter cette odeur. » Il la couva d'un regard benoîtement étonné. « Ma chère petite, ne vous montrez pas hystérique, après tout. Vous ne pourrez jamais échapper à l'odeur du tabac. Vous la rencontrerez partout. » « Oui, c'est vrai, partout. » Ses lèvres s'étirèrent en un lent sourire, tordu par la douleur, et elle murmura des mots qu'il ne saisit pas. Les mots qu'elle avait autrefois choisis pour la notice nécrologique de Tim Nugent. « Tant que brillera le jour, je me souviendrai, et au plus noir de la nuit, je n'oublierai pas. » Ses yeux s'écarquillèrent à suivre l'ascension de la spirale, de la fumée, et répéta d'une voix basse et monocorde. Partout, partout. Fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire, malgré sa profonde tristesse, et j'espère vous retrouver bientôt pour un autre récit. Alors prenez soin de vous. Au revoir et merci.